Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jeudi matin dans votre émission matinale. Dans notre forum de discussion, nous reviendrons sur une actualité politique qui fait beaucoup parler, le refus de Boni Yayi de revenir sur sa décision de la tête du parti. Les démocrates, depuis l'annonce de cette démission, les cadres et militants du parti se sont mobilisés pour tenter de le convaincre de reprendre les rênes du parti. Une mission qui visiblement n'a pas abouti. Alors que le parti Les Démocrates, justement, est-il désormais contraint d'ouvrir la question de la succession? Comment gérer l'après Yahi? Quel équilibre politique cela pourrait-il redessiner à l'intérieur de la formation politique? C'est le débat que nous vous proposons ce matin. Ensuite, dans la page sport, Candide Ronrento reçoit pour vous une invitée au parcours particulier, Tania Dadele, arbitre internationale béninoise de tambourin, une discipline sportive encore peu connue du grand public, mais qui porte déjà des talents béninois sur la scène internationale. Un peu plus tard, justement dans votre matinale au téléphone, nous serons avec Wilfried Hervé Adon, consultant en médias et communication, de développement. Avec lui, nous aborderons une question très actuelle, justement, la liberté d'expression sur Internet et les limites des professionnels des médias à l'heure des réseaux sociaux et de l'information instantanée, jusqu'où peut aller justement la parole médiatique en ligne. Et comme nous sommes jeudi avec Florence Bossard, nous allons faire le point dans la rubrique Actu sur le net, justement votre rendez-vous consacré aux réactions, avis et commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Voilà pour vous le menu de votre matinale. À nouveau bonjour et bienvenue. Nous allons suivre la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens parus ce jeudi matin? On commence par le quotidien Fraternité, une délégation de les démocrates chez l'ex-président Achaourou Boniaï confirme son départ de la présidence du parti. Ensuite, les 10 derniers jours du Ramadan pour la nuit du destin, signification et portée spirituelle pour le fidèle musulman. Eh bien, c'est une réflexion à lire dans les colonnes du journal. Météo Bénin alerte anticipée pour mieux protéger vie et récolte. Possible démarrage précoce de la grande saison des pluies dans le sud du Bénin. Prix de l'essence dans le littoral et l'Atlantique, 700 francs le litre, qui fait mal aux transporteurs et aux consommateurs. Le matinal, décès d'une parturiente au CHUD Ouémé, 12 mois de prison ferme pour les agents de santé, un verdict qui sonne l'alerte dans les hôpitaux publics. Démission de la présidence du parti Les Démocrates, Yahibouni maintient sa décision. La démarche de médiation fait flop, souligne le matinal. Parcours rituel de la gagnée à Niki, des travaux de requalification autorisé. Décryptage info, perspective économique en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a annoncé leader de la croissance en 2026 selon la Banque mondiale. Législative et préparatif de la présidentielle, la Cour constitutionnelle boucle 3 jours de séminaire, de bilan. Fonds d'investissement communal. Réginal Koumangbe Afide, nommé directeur général. Ensuite, alimentation et nutrition, le Bénin se dote d'un nouveau cadre stratégique. Administration forestière au Bénin, 135 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse, bientôt recrutés. Et puis, transport aérien en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO adopte des mesures pour améliorer la concurrence et protéger les passagers. Martin Libre, Ramadan à Parakou, Tchaourou, Ndali et Perere, Bilal Yakoubou fait parler son cœur. 1000 kits alimentaires distribués à la communauté musulmane. Production d'aliments pour animaux, GDIZ de Sadia Souman et d'Ossoui à l'usine
justement à l'intérieur de la GDIZ. Santé, le voleur de vue sur les projecteurs, le glaucome protéger sa vision face à l'invisible. Tribune de la capitale, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, livraison à nouveau repoussée à fin décembre 2026. Le Parlement prend la mesure du chantier. Et puis, conseil hebdomadaire des ministres, trois nominations dans trois ministères et une flopée d'importantes décisions prises. L'indépendant chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou constate l'évolution des travaux. Ensuite, pour un taux de participation record pour l'élection d'avril 2026, Ignace Kassa Yedion et les transitaires engagés à fond pour le duo Wadaini Talata. Validation du projet des zones marécageuses dans le Grand Okoué vers la réduction des inondations et la protection de l'écosystème urbain. Sécurité nationale, les FDS neutralisent 17 terroristes dans la Pendjari. L'informateur à présent, prévision de croissance économique en 2026, le Bénin en tête dans l'UEMOA. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la zone UEMOA aura en 2026 une croissance de 5,8%. Avec fortune diverse, les pays de l'UEMOA s'en sortent avec une croissance remarquable. Et c'est le Bénin qui prend le lead avec une croissance de 7% devant le Niger et la Côte d'Ivoire. Revalorisation du patrimoine culturel immatériel, le parcours rituel de la Gani, bientôt requalifié. La boussole présidentielle de 2026, les réseaux de la mouvance mobilisés pour enfoncer la porte du chaos malgré la possibilité d'une surprise annoncée par le camp Rompé. Et puis toujours dans le cadre de la présidentielle, Charles Kouassi Kende appelle à une mobilisation citoyenne dans les urnes. Décès d'une patriote au CHUD Ouémé, 3 agents condamnés pour homicide involontaire, 24 mois de prison, dont 12 fermes. Ensuite, chez les démocrates, Boniaï rend irréversible sa décision. Quotidien Le Meilleur, descente du président de l'Assemblée nationale sur le site du nouveau siège du Parlement. Ce que Joseph Diogbenou a dit à la fin de sa visite de chantier est à lire dans les colonnes du journal Le Meilleur. La livraison du chantier prévue finalement pour fin décembre 2026. La guérite à présent présidentielle du 12 avril, vague de ralliement à Ouadani dans les prochains jours. Ensuite, séance de sensibilisation dans les 19e et 20e circonscriptions électorales. Agnendé et Darefa mobilisent les populations pour la victoire de Ouadani. Eau, forêt et chasse, 105 fonctionnaires bientôt recrutés. Le routier, lycée scientifique de Porto-Novo. Et puis à Paracou, le gouvernement franchit une étape décisive. Maison de l'artiste officiellement créée, une nouvelle ère pour l'industrie culturelle. Diakpata à présent, les démocrates Boniaï rejettent les supplications et maintient sa démission. Et puis nouveau siège du Parlement, Diogbenou inspecte le chantier et promet l'accélération des travaux. Et puis formation agricole au Bénin, 3 écoles professionnelles construites bientôt à Bassila, à Ouessé et puis à Zé. Et pour finir, élection présidentielle au Bénin, Paul Roncbert appelle à l'ouverture d'un nouveau cycle politique au Bénin. La Nation, lycée scientifique des écoles normales, l'acte 2 de construction d'établissements modernes. Ensuite, investissement privé au Bénin, ces secteurs qui attirent les capitaux sont à découvrir dans les colonnes du journal La Nation. Art et culture, les statuts de la maison de l'artiste approuvé. Dabarou, don de kit alimentaire aux fidèles musulmans de Parakou, Perere Ndali et Pichaourou, Bilal Yakoubou, la marque de jeunes qui feront le Bénin de nos rêves. Souni Dabarou.
Et pour la libération de Ricky Amadougou, des exilés politiques, la communauté musulmane de la Libérie implore la clémence du président Patrice Talon. Parcours rituel de la Ganie à Niki, le gouvernement autorise les travaux de requalification urbaine. Et pour finir, 135 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses bientôt recrutés. L'emblème du jour, à présent, animation sportive et mobilisation politique à Djoun, un tournoi de football pour mobiliser autour du duo Wadani Talata. Et puis, vie politique, citoyenneté, étudiante, le fan club Romed Wadaï mobilise la jeunesse universitaire. Et puis l'économiste éducation financière, le chaînon faible de l'inclusion, intégration numérique et création d'emplois. La Banque mondiale alloue 137 millions de dollars au Bénin et à 2 autres pays. L'autre quotidien, démission du président du parti Les Démocrates, la rivalité Yahi Talon en voie de s'estomper. Visite de chantier du nouveau siège du Parlement, le président Djogbenou satisfait de l'avancement des travaux. Départ de la tête du parti Les Démocrates, Boniaï mettait sa démission et privilégie son bien-être personnel. Leader du jour, candidat de l'opposition pour la présidentielle, Paul Rompin énonce son engagement pour la réconciliation nationale. Et puis on va finir avec fraternité, justement. Une délégation du parti Les Démocrates chez l'ex-président Atchaourou Boniaï confirme son départ de la présidence du parti. Les 10 derniers jours du Ramadan pour la nuit du destin, signification, portée spirituelle pour le fidèle musulman. Et puis, prix de l'essence dans le littoral et l'Atlantique, 700 francs CFA, le litre qui fait mal aux transporteurs et aux consommateurs. Et puis, possible démarrage précoce de la grande saison des pluies dans le sud de Bénin. Météo Bénin alerte justement anticiper pour mieux protéger vie et récolte. Voilà pour vous la une des quotidiens tels que paru ce jeudi matin. Juste après ça, nous allons suivre le bulletin d'information. Mais avant, Mac, nous pause et on vous revient. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière. Il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Wow. Communiquer. 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 Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Wow. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui,
à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc, vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon,
Si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la date aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. 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 Métier célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, les certificats d'enregistrement au cadastre ont désormais aux mains des présumés propriétaires terriens de Cotonou-Boy-Kondali. L'Agence nationale du domaine du foncier fait le tour de distribution de la pièce de sécurité et de fiabilité aux titulaires dans ces communes. Les populations sont appelées à participer activement au processus d'identification dans la suite. Ensuite, programme d'imprégnation des nouveaux élus et cadres communaux, règles en vigueur sur l'administration des collectivités territoriales au Bénin. Maires adjoints ou maires secrétaires exécutifs de l'Atlantique et du littoral ont eu droit à Ouida au lancement de la formation voulue itinérante.
Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour à tous. L'Agence nationale du domaine et du foncier parle de sécurisation du foncier et poursuit sa marche de sécurisation du foncier au Bénin. L'opération de distribution des certificats d'enregistrement au cadastre aux propriétaires s'étend aux communes de Cotonou, Boïcon et Ndali. Le document permet de réduire les litiges domaniaux dans une meilleure identification et gestion des terres. Reportage. Porte-à-porte des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Objectif de cette descente, la distribution du certificat d'enregistrement au cadastre CEC, un document qui fait office d'acte de naissance de la parcelle. Cette phase de distribution prend en compte les communes de Cotonou, Boïcon et Parakou. Pour beaucoup, tout au début de cette opération, c'est qu'on voulait identifier les propriétaires des parcelles pour pouvoir les imposer. Je profite de l'occasion pour m'adresser à mes parents, aux populations de Parakou. Ne faisons plus la même erreur que nous avons eu à faire pendant l'enrôlement au RAVIP, où on nous avait lavé la cervelle en nous disant que c'est pour nous imposer, c'est pour trafiquer les élections. Déjà effective dans les 12 communes pilotes, l'opération est conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une avancée notable dans le domaine du foncier qui réjouit plus d'un. Moi, j'ai l'habitude de dire il faut mourir avant de savoir que j'ai une parcelle jusqu'à ma mort. Mais avec le certificat que je viens de recevoir, je me dis bravo à l'État béninois. Je remercie donc Cadastre qui a su faire ce travail-là jusqu'à ce niveau où j'ai reçu ce précieux papier-là qui atteste que plus personne ne peut discuter donc cette parcelle avec ma grand-soeur et moi-même. À travers cette initiative, la NDF, bras opérationnel du gouvernement, entend instaurer davantage de transparence dans la gestion du foncier et offrir aux citoyens une meilleure sécurité juridique autour de leurs biens. Les maires et leurs adjoints de la 5e mandature du processus de décentralisation découvrent la réforme structurelle de 2022. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a initié ce programme de séminaire itinérant d'intégration. La session se tient en présence des secrétaires exécutifs des mairies. Le lancement officiel du mardi dernier à Ouida a réuni les élus et cadres communaux des départements de l'Atlantique et du littoral. Hugues Vingbe et Moufid Sabo. Tout fraîchement installés, les voici à l'école de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation propulsée en 2022. Les édiles des départements de l'Atlantique et du littoral, accompagnés de leurs adjoints, sont conviés par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes à un séminaire d'intégration. Finalité, les nantis du gouvernail de la gouvernance locale au titre du septennat 2026-2033. Un séminaire d'intégration pour poser les balises dès le départ, pour que les maires s'approprient, puisque les nouveaux maires sont les plus nombreux, qui s'approprient dès maintenant quels sont les principes majeurs qui ont présidé à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et qui s'approprient dès maintenant les grandes dispositions de la réglementation qui organise désormais le fonctionnement des communes. Marqué par l'avènement des secrétaires exécutifs, symbole d'une séparation radicale des fonctions politiques et exécutives, puis éprouvé pendant 4 ans, le changement de paradigme de 2022 porte déjà ses fruits. Plus de 2500 milliards de francs CFA ont été injectés dans nos communes, transformant radicalement le quotidien de nos compatriotes. Fin 2015, seuls 40% de nos compatriotes avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 80% de nos compatriotes ont désormais accès à l'eau potable. Au programme de ce séminaire d'intégration, 2 communications. La première sur les principes de la réforme et la seconde sur les prérogatives des organes de la commune. La session s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale démarrée à Lokossa ce lundi.
Elle se poursuit ce mercredi à Abomey et à Pobé pour les départements du Zou, des collines, de Nouémé et du Plateau. Dans la suite de ce bulletin, l'exécution des activités budgétisées de 2026 se démarre au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale. Le chef du département ministériel a lancé officiellement l'exécution du plan de travail annuel. L'agenda est organisé autour d'un montant de plus de 55 milliards de francs CFA. Le lancement du nouveau PTA a fait place aussi à la présentation du bilan des activités programmées pour le compte de l'année écoulée, compte rendu à la cité ministérielle avec ces images. Plus de 300 activités vont consommer les près de 56 milliards de francs CFA alloués au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale pour le compte de l'année 2026. Un budget destiné en partie aux collectivités territoriales qui met en évidence un effort considérable en matière des ressources. On cite notamment le Fonds d'appui au développement des communes. Le budget de notre ministère au titre de la gestion 2026 est de 55 milliards 294 millions contre 54 milliards 584 millions en 2025, soit une amélioration de 1,30% avec un effort considérable en ce qui concerne les FADEC fonctionnement et investissement. À cette session d'exploration des grandes orientations du budget gestion 2026, l'occasion a été saisie pour présenter le bilan de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2025. Le ministère enregistre à ce niveau une performance globale avec des indicateurs positifs, essentiellement en ce qui concerne le taux d'exécution budgétaire et le programme d'investissement. Le budget du ministère est exécuté au 31 décembre 2025 à hauteur de 98,77% base engagement et 98,17% base ordonnancement pour une cible de 100%. Contre respectivement 90,89% et 90,68% à fin décembre 2024. Cette session de dialogue de gestion marque ainsi le début d'une nouvelle année d'efforts et d'engagement pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le but de contribuer au développement inclusif et durable du Bénin. Justice, droit et bien-être, les clés d'une santé épanouie du personnel féminin à la SBEE, la Journée internationale des droits de la femme édition 2026, s'est tenue autour de ce thème chez les femmes réunies au sein de l'AMIFA, entendez l'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique. Elles se sont donné rendez-vous pour réfléchir une fois encore à la promotion de leurs droits avec à leur tête ou bien aux côtés un expert et le personnel masculin. Compte rendu. Ne demandez pas la permission pour briller. Pour toutes les femmes, pour toutes les filles, exigeons la justice et passons à l'action. Ce sont là les mots forts de la représentante de la présidente de l'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique à l'endroit de ses collègues qui ouvrent le bal des activités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2026. Au-delà des tissus et plats, ce rendez-vous est l'occasion pour ces femmes de célébrer le chemin parcouru pour la promotion de leurs droits et de réitérer leur engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement de leur secteur. Aux amies phasiennes, que comptes-tu changer dans ton quotidien pour être un modèle, un exemple pour ta collègue? Alors aujourd'hui, je nous invite à faire un choix, le choix de la solidarité, le choix du courage, le choix de l'action. Moment de reconnaissance et de réflexion, l'activité a aussi connu le soutien du personnel masculin de la SBEE, avec à sa tête le directeur général qui n'a pas manqué de saluer le rôle important que joue l'amicale des femmes agents de la société au sein de cette structure. À la SBEE, comme à Eranov, les femmes occupent une place importante et elles jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement et la performance de l'entreprise. Que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine administratif et managériaux, elles apportent tous les jours leur savoir-faire. Elles se battent. La rencontre a été également marquée par la présentation du bilan 2025
et la vision 2026 de la Société béninoise d'énergie électrique. Entre l'église, dans les beaux jours, ou dans la nuit, à bas la haine qui paralyse. Eh bien, Eric, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossard. Je vais vous retrouver encore d'un moment à l'autre dans la rubrique Actu sur le net. Donc, disons à tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce bulletin d'information. Actu Matin se poursuit. Je vais retrouver Candide Ronrento dans un instant dans sa rubrique sport. Mais avant, on marque une pause et on vous revient. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière. Il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Bonjour Candide. Eric, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. On va y aller, Boris, notre organisateur dans tous ses états. La manche allée des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions a connu son épilogue ce mercredi. Avec les 4 derniers matchs de cette étape de la Ligue européenne des champions saison 2025-2026 pour les 4 derniers matchs qui restent pour cette manche allée. Et victoire pour certaines équipes, notamment l'équipe du Paris Saint-Germain qui, à domicile, s'est fait peur d'ailleurs d'abord avant de revenir par s'imposer face à l'équipe de Chelsea qu'il avait battu en finale de la Coupe du Monde des clubs. PSG, après un score nul de 2-2, s'est finalement repris d'un sommet profond pour s'imposer par un score de 5-2 à l'équipe de Chelsea. Pendant ce temps, Bodo Glimt, qui dispute pour la toute première fois cette phase à élimination directe, s'est imposé par un score de 3-0, historique d'ailleurs, devant l'équipe du Sporting Club de Portugal. Même score pour la victoire du Real de Madrid devant l'équipe de Manchester City. Dans des retrouvailles entre les deux équipes, entre Merengue et bien entendu Citizen, il faut le dire, le Real a très vite pris les choses en main. Déjà en première période, le score était déjà de 3-0 en faveur de la Maison Blanche avant la seconde partie où le score a été nul et vierge entre les deux équipes. Score final pour le Real Madrid, 3-0 et puis score nul pour le Bayern Leverkusen devant l'équipe de Arsenal. On retient globalement pour cette manche allée de la Ligue européenne des champions beaucoup de victoires et quelques matchs nuls, notamment le match nul du Bayern Leverkusen devant Arsenal et puis le match nul du FC Barcelone devant l'équipe de Newcastle lors du déplacement de Blaugrana en terre anglaise pour en découdre avec Newcastle qu'ils avaient déjà battu, il faut le dire, lors de la phase de Ligue de cette édition de la Ligue européenne des champions par un score de 2-1 après avoir été justement dévancé au score par 1-0. Le FC Barcelone qui arrache une nouvelle fois le sourire à l'équipe de Newcastle, l'équipe anglaise. Pendant ce temps, son concurrent et bien entendu son adversaire de longue date, il faut le dire, le Real Madrid s'offre une victoire 3-0 à domicile dans un stade fermé devant l'équipe de Manchester City. D'autres matchs vont se dérouler ce jeudi, mais pas en Ligue européenne des champions, mais plutôt en Ligue Europa pour le compte de la manche allée de cette étape des huitièmes de finale. Un match au total à suivre ce jeudi. Il
Voldy Stuttgart va en découdre avec l'équipe du FC Porto. Bologne va défier l'équipe de l'AS Roma. Real Betis va affronter l'équipe de Pana. Lille sera face à Aston Villa. Toutes ces rencontres vont démarrer à partir de 18h45 et puis à 21h, 4 autres matchs sont à suivre. Nottingham Forest, Midtjylland, Genk, Fribourg, Ferencváros, FC Praga et puis Celta Vigo qui va disputer le week-end avec l'équipe de Lyon pour le compte de cette manche allée de la Ligue Europa saison 2025-2026. Basket à présent, la manche allée de la première phase du championnat professionnel basketball a pris fin ce mercredi aussi. Une panoplie de rencontres déroulée ce mercredi dans le cadre de cette 5e et dernière journée de la phase allée de la toute première phase du championnat professionnel de basketball saison 2025-2026. Pour ces différents matchs disputés au niveau de la conférence Nord, on a assisté à 5 matchs, dont 3 au niveau des messieurs. Lungun Basketball Club s'est imposé par 66-50 à son homologue de l'US Guéma. Bosco Stars s'est incliné 69-80 devant l'équipe de Aspal BBC. Aspal Renouveau a battu par 73-63 l'équipe de Panthère. Basketball Club au niveau des dames, toujours au niveau de la conférence Nord, où Poutrum s'est imposé 47-13 devant l'équipe de Cabas et puis Kobourou a battu par 45-30 l'équipe de Associé. Au niveau de la conférence Sud, pour le compte de cette 5e journée, 5 matchs également déroulés, dont 3 au niveau des hommes. Au niveau des messieurs, avant Communis battu par 64-59 l'équipe de la Renaissance Basketball Club, 72-49 pour la victoire du Aspac BBC devant Howard Basketball Club. Énergie Basketball Club s'est imposé 82-79 à l'équipe de Elan Coton en Basketball Club. Elan Coton qui a arraché une victoire au niveau des dames devant l'équipe de la Renaissance Basketball Club, 65-36 et puis victoire 68-61 pour l'équipe de Énergie Basketball Club devant Aspac BBC pour le compte de cette 5e et dernière journée de la toute première phase, la phase allée de la toute première phase du championnat de cette saison. Il faut dire, après cette 5e et dernière journée, les équipes seront en pause quelques semaines avant donc le retour du championnat. Candidat avec la bosse, l'aventure se poursuit pour la délégation béninoise au championnat du monde de boxe des moins de 19 ans. C'est Eric, le programme des graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe continue de porter ses fruits et surtout de porter les couleurs nationales sur les rings thaïlandais à l'occasion de cette édition 2026 du championnat du monde de boxe des moins de 19 ans. Après donc l'élimination d'Elisabeth Sarano et Barnabé Ouniobé, tous les yeux sont désormais rivés sur cet athlète qui est en rouge. Le jeune pugiliste Prince Agbetomé, le jeune boxeur béninois, enchaîne victoire après victoire au championnat du monde. La récente est celle de ce mercredi où, contre toute attente, il a battu l'Ukrainien Oleski Kolbia après près d'un quart d'heure de jeu de combat. Un succès qui permet aux jeunes béninois d'éliminer l'Ukrainien au championnat du monde de boxe U19 et passer au tour suivant. On a vu sur cette image, dans chaque coup de poing, toute la rage, toute la détermination, toute la volonté de porter haut les couleurs nationales, surtout en envoyer au plus loin dans la compétition l'équipe béninoise, et vient après donc sa première victoire du lundi face au Panaméen Joël Calvo, où il avait déjà affiché clairement ses intentions d'aller le plus loin possible dans la compétition, ceci avec rigueur, sens de coup de son encadrement technique et détermination. Ainsi, ce deuxième succès en autant de combats témoigne donc de sa volonté et sa résilience. Et une chose est sûre et certaine, il est conscient d'être désormais le seul espoir de la délégation béninoise pour l'obtention d'une médaille dans la compétition pour la suite de la compétition. Il affronte d'ailleurs en ce moment même, Eric, au prochain tour, le Marocain Ziad El Kadari, un duel qui pourrait bien rapprocher le Bénin et du podium. S'il a battu l'Ukraine, c'est pas le Maroc qui va être le problème. Et surtout avec sa détermination, sa volonté sur le ring, où il affiche clairement ses ambitions de terminer le duel et surtout chaque combat, que ce soit par KO ou sur décision des arbitres, avec courage et détermination. En tout cas, il poursuit son aventure. On reviendra pas ici demain pour faire le point de ce combat qui est actuellement en cours entre le jeune béninois, le jeune pugiliste béninois et puis le Marocain Ziad El Kadari. Souhaitons donc bonne suite de combat et surtout bonne chance au pugiliste béninois. Vivement qu'il rapproche davantage le Bénin du podium de ce championnat du monde de boxe des moins de 19 ans en terre
thaïlandaise. Rappelons aussi, Eric, que Prince Agbetomen s'était déjà illustré en 2025 en terminant invaincu lors du tournoi le tout premier championnat national cadet de boxe. Il avait également brillé lors des compétitions, lors de sa première sortie internationale du programme des graines olympiques face au Togo, ainsi qu'au championnat national de boxe de 2025, qui fait partie du programme de ces jeunes athlètes qui sont pris en compte depuis plusieurs années à la Fédération béninoise de boxe au sein du programme des graines olympiques pour aller défendre dans les tout prochains mois les couleurs nationales aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar de 2026. En tout cas, la progression se poursuit pour le jeune athlète Prince Agbetomen. On va lui souhaiter bonne chance. Si lui défend encore la couleur nationale en terre thaïlandaise, Eric, nous sommes jeudi. Et jeudi, et sur Sport Matin, nous avons par ici souvent un sportif ou une sportive. Celle qui vient par ici ce matin, c'est l'arbitre internationale béninoise du jeu de balle au tambourin, Anita Tania Dadele. On va dire tout simplement la promesse et la confirmation béninoise au sein de l'élite arbitrale international et mondial du jeu de balle au tambourin. Au championnat du monde de jeu de balle au tambourin de 2026 en Italie, il n'y avait pas que les guépards d'Amazon tambourinaire sur les aides de jeu, mais il y avait aussi cette dame que vous allez voir tout à l'heure qui vient par ici ce matin, Madame Tania Dadele. Bonjour. Bonjour Monsieur Candide. Allez, vous êtes bien rentré d'Italie? Oui, très bien, très bien. C'était un plaisir de retrouver la chaleur de son pays. La chaleur de son pays. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y aller, comment avez-vous vécu cette deuxième expérience? Puisque en 2023, si mes souvenirs sont bons, vous avez eu votre première expérience au championnat du monde. En 2026, ça a été la deuxième expérience pour vous. Comment avez-vous vécu cette deuxième expérience en terre italienne? Alors, cette deuxième expérience était vraiment très enrichissante, beaucoup plus enrichissante même que la première, je dirais. Je l'ai vécue avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et surtout un grand sentiment de responsabilité parce qu'être choisi pour arbitrer de surcroît à l'international en tant qu'arbitre béninois était vraiment une fierté pour moi et un plaisir que j'ai su honorer à ma manière. C'était également un plaisir d'être accompagné de la Fédération béninoise et également des joueurs et joueuses tout au long de ce championnat. Tout au long de ce championnat. Avant d'aller dans le vif du sujet, mettez-nous au parfum de votre histoire avec le jeu de balle au tambourin. D'où est-ce que c'est parti? Alors, le jeu de balle au tambourin, je l'ai débuté sur le campus. Je l'ai connu à l'UAC sur le campus étant étudiante en 2022, 21-22 par là. Et c'était grâce à une amie qui était tout aussi sportive déjà de base et qui avait débuté ce sport-là nouvellement. Donc, elle m'en a parlé et voilà, petit à petit, j'ai commencé, j'ai apprécié. Il faut dire que j'ai commencé en tant que joueuse d'abord, avant de petit à petit m'orienter vers l'arbitrage après, qui est maintenant devenu ma profession de base dans ce sport-là. Dans ce sport-là, vous êtes partie de joueuse, aujourd'hui vous êtes arbitre. À quel moment avez-vous senti ce penchant pour l'arbitrage? Parce que vous avez débuté joueuse, mais après vous avez rallié les rangs des arbitres. Alors parce que dans ce temps-là, il y avait juste beaucoup plus une arbitre qui le faisait et je trouvais ça intéressant de voir une femme quand même se donner à l'arbitrage. C'était pas commun, d'habitude je vois beaucoup plus d'hommes faire ce poste-là, jouer à ce poste-là, donc j'étais beaucoup plus intéressée à le faire également. Je trouvais ça intéressant, imposant de voir une femme également arbitrer sur des matchs d'hommes, beaucoup plus et voilà, petit à petit en jouant je le faisais également et l'arbitre a pris le dessus. Est-ce que, une petite curiosité, est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bonne au niveau mais je vais pas nier, pourquoi pas, oui, parce que j'ai commencé aussi par là. Et ça ne donnait pas forcément comme je voulais, donc l'arbitrage après, ça a totalement marché. Est-ce que vous avez suivi des formations ou juste en suivant cet arbitre-là qui officiait les matchs, les entraînements et les championnats, vous êtes juste parti et vous avez perfectionné votre niveau? Alors non, j'ai suivi plusieurs formations. Il faut dire que la fédération a mis à notre disposition plusieurs formations à chaque fois pour les arbitres de manière professionnelle. Qu'on le fasse, on l'a fait plusieurs fois avec des
des gens venus de l'extérieur du jeu de ballot tambourin et également des coachs allemands, italiens également qui sont venus plusieurs fois et qui nous ont fait également des formations. Donc ce n'était pas uniquement de par notre expérience au cours des entraînements, non. Il y avait également des formations professionnelles que la fédération nous délivrait afin de nous rendre beaucoup plus aptes à être prêts à jouer et à arbitrer des matchs à l'international comme cette Coupe du Monde. Avant d'aller à cette étape, la Coupe du Monde, quel est le premier match que vous avez officié en tant qu'arbitre, que ce soit au plan national qu'à l'international? Alors le premier match, c'était le match d'exhibition du jeu de ballot tambourin à Adjara, à Porto-Novo, que j'ai arbitré en tant qu'arbitre de table d'abord parce que au cours d'un match de tambourin, il y a 4 arbitres, l'arbitre de table, l'arbitre principal et 2 juges de ligne. Donc, j'ai commencé en tant qu'arbitre de table avant de me professionnaliser par la suite. Donc tout a commencé au match d'exhibition. Entre quelle équipe et quelle équipe? C'était beaucoup plus des équipes fair play, c'était pas des clubs donnés, non. C'était des équipes fait au hasard, à tout hasard, juste pour pouvoir exhiber le sport, pour pouvoir faire la promotion de ce nouveau sport-là à Porto-Novo en ce temps-là. C'était en 2022, je crois, si je ne me trompe. Et hors du Bénin, quel est le premier match que vous avez officié en tant qu'arbitre? Alors, hors du Bénin, c'était la première Coupe du Monde auquel j'ai participé en 2023. C'était au cours de cette Coupe du Monde-là, j'ai officié en tant que juge de ligne à mes tout débuts. Voilà. Au-delà de cette Coupe du Monde, vous avez pris part à d'autres compétitions avant 2026 au plan international? Au plan international, non, mais beaucoup plus au plan national. Il y avait eu le championnat national de jeu de ballot tambourin où j'ai participé. Il y avait également Euzo-Wezon que nous organisons très souvent à l'UAC sur le campus. Il y avait également le Feuzassi, je pense, à Porto-Novo, des matchs d'exhibition à Saroué, à Parakou, et voilà, tout plein d'autres matchs qui se faisaient quand même au plan national. Allez, remontons un peu dans le temps. Vous en parliez tout à l'heure. La première expérience au championnat du monde en 2023, vous avez participé en tant qu'arbitre de ligne, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous attendiez, après cette première expérience, que vous vous attendiez à être une nouvelle fois de la partie pour une nouvelle édition? Alors, je dirais pas que je m'y attendais, mais je l'espérais. Je l'espérais et je travaillais beaucoup plus pour. Je savais que ça ne serait pas chose facile. Tout dépendrait de mon travail, de mon assiduité et également de la confiance de la fédération mise à mon égard. Donc, je savais que ce ne serait pas chose facile. Je travaillais pour, tout en espérant vraiment pouvoir revivre cette expérience-là. Et comment est-ce que vous avez pu être sélectionné pour aller au championnat du monde indoor d'Italie de 2026 où les Guépards et Amazon aussi y étaient? Alors je dirais que tout a commencé dès mes débuts. Cette sélection s'est faite sur plusieurs années de par mon travail, de par mon expérience, mon assiduité, de par la confiance que la fédération avait à mon égard avant d'être d'abord présélectionnée et de participer à un camp de préparation déjà qui s'est déroulé à Parakou où j'étais dans les mêmes conditions également que les joueurs à démontrer de manière physique, mes capacités physiques à pouvoir tenir un match de 13, plusieurs matchs de 13 en une journée. Donc, je dirais que c'était assez challengeant de pouvoir travailler, conditions physiques également, comme les joueurs, afin de mieux m'apprêter, me former pour me préparer pour cette Coupe du Monde-là. Et c'était aussi challengeant parce qu'il y avait également l'avis des coachs formateurs qui devaient également donner leur avis sur mes prestations et tout. Donc, c'était beaucoup de travail pendant cette phase de sélection-là. Et lorsque vous avez appris que vous êtes sélectionné pour aller en Italie, quel sentiment vous a animé? Alors, j'étais très contente de voir cette confiance-là à mon égard, de voir que mon travail, que je faisais à payer et de voir que je pourrais représenter mon pays là, à l'échelle internationale, de représenter les arbitres béninois à l'échelle internationale. C'était vraiment une joie pour moi et un challenge à la fois pour moi de travailler beaucoup plus et de faire très belles prestations qu'assurées.
Une autre curiosité, hein, lorsque vous vous êtes retrouvé en Italie, au milieu de ces arbitres de l'élite mondiale, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, je me suis dit, Anita, c'est le moment de prouver que les arbitres béninois en ont également. C'est le moment de faire beaucoup plus et d'être beaucoup plus concentré. Donc, pour moi, c'était un temps vraiment d'humilité également parce que j'étais entourée de beaucoup d'arbitres internationaux avec beaucoup d'expérience. Donc, je me devais quand même de faire mon travail comme je le faisais, mais avec beaucoup plus d'assiduité parce que le jeu de salle à l'extérieur n'est pas pareil que ce qu'on fait ici de manière nationale. La salle, parce que nous travaillons souvent sur le ciment et pas sur le parquet. Ouais. Donc l'appréciation des balles est plutôt différente. La vitesse des balles est plutôt différente. Donc il fallait m'adapter à tout ça à la fois et faire une bonne prestations, je dirais. Et parlant de prestations, quels sont les différents matchs que vous aviez officiés en tant qu'arbitre et parlez-nous un peu des différents rôles que vous avez eu à jouer sur ces différentes rencontres-là. Alors, je dirais que j'ai officié 5 matchs en tant qu'arbitre principal. J'étais au sifflet et c'était un immense honneur pour moi. Et c'était ça, j'ai également officié plusieurs matchs, hommes comme dames, bien sûr, en tant qu'arbitre assistant, en tant qu'arbitre de table et également en tant que juge de ligne. Et le plus grand pour moi encore, c'était de participer à la finale des dames, France-Italie, la finale de la Coupe du Monde, où j'ai arbitré en tant que juge de ligne une fois de plus. C'était un immense honneur pour moi d'être là, d'être sélectionnée sur cette finale-là, parce qu'elle était très importante et ça démontre encore une fois plus que mon travail paye et que voilà, la Fédération internationale quand même, puisque ce sont eux qui font souvent les sélections des finales, ont jugé bon ou m'ont jugé capable de pouvoir arbitrer, officier sur ce match-là. Avant chaque match, il y a eu une certaine pression, comme on l'observe souvent au niveau des autres disciplines, notamment le football principalement, où avant d'aller sur certains matchs, on sent une certaine pression. Pour vous, hein, qui avez même officié la finale au niveau des dames. Alors, je dirais oui, personnellement. Pas au niveau de l'équipe ou au niveau du staff de l'arbitre arbitral, non. Mais personnellement, il y a toujours une petite peur, une petite pression là, de se dire, bah voilà, je suis sur une finale, je suis sur tel match, il faut que je sois beaucoup plus concentrée parce qu'il y a la pression en même temps du public autour pour une anecdote en 2023 où tu arbitres un match et tu dis c'est out, c'est zone. Tu as le public autour et tu as toute la pression autour. Il y a souvent des contestations. Ah oui, il y a souvent des contestations et c'est à l'arbitre principal de souvent savoir quoi suivre ou quelle décision donner finalement. Donc c'est pas facile parce que tu habites sur un match du pays du pays organisateur en fait. Donc tu dois être très sérieux, vraiment dire ce que tu vois pour ne pas avoir du tout peur. Donc c'est pas facile personnellement en soi, mais après ça revient, c'est aussi pareil qu'aux entraînements et au final tout suit son cours normalement. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez eu à rencontrer au cours de cette deuxième expérience qui était la vôtre à l'occasion de ce championnat du monde en Italie? Alors, difficulté, je dirais, ce serait au niveau de la langue, parce qu'il y avait plusieurs pays, plusieurs équipes, différentes langues, et en tant qu'arbitre, il faut pouvoir se faire comprendre, il faut pouvoir échanger avec les joueurs, échanger avec le staff et se faire comprendre. Donc, c'était beaucoup plus niveau langue, mais Dieu merci, un langage un peu universel, c'est l'anglais qui nous aide beaucoup plus. Donc, avec l'anglais et le peu que je connais, j'ai pu me démarquer, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, m'exprimer, me faire comprendre et voilà. À part la langue, j'ai parlé de la salle qui n'était pas habituelle pour moi, qui était hors du commun, mais que j'ai su m'adapter avec les conseils de mes supérieurs, je dirais, de mes aînés, des arbitres présents afin de bien faire le travail. Et au lendemain de cette expérience, quels sont les enseignements que vous tirez de votre participation au championnat du monde indoor d'Italie 2026? Alors, ce que je retiens,
J'ai appris beaucoup de nouvelles choses. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses qui ne sont pas, qui n'étaient pas de mon habitude ici au Bénin dans nos jeux habituels. Beaucoup d'expériences encore plus et beaucoup de leçons tirées, surtout de la présence des arbitres venant de divers horizons, de leur expérience et également des arbitres internationaux qui étaient présents. Et je retiens que tout est une question de travail. Je le dirais simplement ainsi. Tout est une question de travail, d'habitude et d'amour pour la chose simplement. Qu'est-ce qui vous passionne autant au niveau du jeu ballot tambour? Alors, je dirais que c'est très intéressant. Il faut le vivre pour comprendre. Il faut être athlète dans ce sport-là pour comprendre. Il faut être dans cet engouement-là vraiment pour comprendre et vivre le match et le ressentir. C'est vraiment très intéressant. C'est pas physique, uniquement physique. C'est très tactique, c'est très, réfléchi. Il faut placer. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est assez En tout cas, intéressant. j'espère bien que vous allez nous inviter, Eric et moi, un jour, un de ces jours, sur vos terrains d'entraînement. Allez, quels sont aujourd'hui vos prochains défis? Alors, mes prochains défis seraient encore de m'améliorer beaucoup plus. M'améliorer parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et de chercher l'excellence, beaucoup plus demander sur des matchs à l'extérieur, sur des compétitions à l'extérieur également, et de pouvoir aider, contribuer à la formation de nouveaux arbitres béninois pour le développement de ce sport tambourinaire là au Bénin. Et dans ce sens, si vous avez un mot à l'endroit de l'exécutif de la Fédération béninoise du jeu ballot tambourin, quel serait ce mot-là? Alors, je dirais à l'endroit de la Fédération béninoise plutôt. Oui, et c'est l'international, pourquoi pas? Du jeu de ballot tambourin qui font du très bon travail et que je suis vraiment fière de participer là à l'évolution du sport tambourinaire aujourd'hui au Bénin et vraiment fière également de faire partie de cette discipline-là. Je nous recommanderais de beaucoup plus travailler encore, de beaucoup plus promouvoir notre discipline afin qu'elle soit beaucoup plus connue à l'échelle nationale déjà ici et à la fédération internationale, qu'on puisse œuvrer à ce que ce sport-là soit beaucoup plus répandu pour pouvoir faire partie de l'Olympique. Voilà, donc c'est franchement un must. En tant qu'arbitre, une toute dernière question, en tant qu'arbitre international du jeu ballot tambourin, quelle est votre ambition future? Alors, mon ambition future, comme je le disais, c'est de pouvoir évoluer vraiment encore plus, espérer même pour peut-être des Coupes du Monde à venir, pouvoir arbitrer des matchs de finale. C'est vraiment un poste, arriver là, c'est d'office, tu commences à vraiment émerger et à avoir un certain respect. Il a gagné beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent, ça c'est vrai. C'est très vrai et j'ambitionne, j'espère vraiment que ce sport-là puisse être beaucoup plus promu afin que les athlètes béninois du jeu de ballot tambourin, les sportifs, puissent vraiment vivre de ce sport-là qui c'est d'ici certaines années et gagner leur vie de par ce sport-là. Ce serait vraiment une immense joie et un très grand plaisir pour nous. On vous souhaite bonne chance à la Merci Fédération beaucoup. béninoise du jeu de ballot tambourin et celle internationale aussi. Allez, Tania Dadele, un mot pour conclure cet entretien. Alors, je vais vous remercier et remercier la Fédération béninoise, le ministère des Sports pour tout leur travail, remercier la Fédération internationale, remercier mes chers arbitres, mes collègues également qui m'ont soutenu durant tout ce parcours, même s'ils n'étaient pas présents, de manière numérique à travers nos canaux digitaux qui m'ont soutenu, qui m'ont conseillé, remercier mes coachs, remercier également les membres de la Fédération pour tout le travail qu'ils abattent et nous souhaiter vraiment beaucoup plus d'évolution dans nos sports et dans nos tâches, dans nos positions respectives dans ce sport tambourin
au Bénin et également à l'international pour nous tous. Merci à vous également, Tania Dadele, d'être venue sur le plateau d'Actu Matin, partager avec nous cette deuxième expérience que vous venez d'avoir sur la scène mondiale, notamment au championnat du monde indoor du jeu de balle au tambourin, où les Guépards et Amazon également y étaient. Malheureusement pour nos deux différentes sélections, en tout cas, les Guépards ont pu terminer à la 11e place au classement général. Pour les Amazones, c'était une difficile apprentissage. De toutes les façons, c'est une nouvelle expérience à capitaliser pour nos différentes sélections. Et vous avez porté haut les couleurs nationales en arbitrant justement la finale au niveau des dames. Merci à vous et bonne suite de carrière à vous. Merci, monsieur. Eric, merci Candide pour ces informations sportives. Après vous, je serai avec Wilfried Hervé Adon. Il est consultant en médias et communication de développement. Avec lui, nous aborderons une question très actuelle, la liberté d'expression sur Internet et les limites du professionnel des médias à l'heure des réseaux sociaux et de l'information instantanée. Jusqu'où peut aller la parole médiatique en ligne? Voilà pour vous ce qui vous attend dans un instant. Haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arans-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement.
fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes qui, après mariage, ils abandonnent tout, ils n'ont rien fait encore. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Annuellement, ils n'offrent pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une femme dehors. Téléspectateurs, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Retour sur le plateau d'Actu Matin, je vous l'avais annoncé, nous sommes en direct en ligne avec M. Wilfried Hervé Adon, il est consultant en médias et communication du développement. Avec lui, nous aborderons une question très actuelle, la liberté d'expression sur Internet et les limites du professionnel des médias à l'heure des réseaux sociaux et de l'information instantanée, jusqu'où peut justement aller la parole médiatique en ligne. Monsieur Wilfried Hervé Adon, bonjour. Bonjour Eric. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions ce matin. Ma première question, c'est de savoir quand un journaliste décide de poster un avis personnel sur Facebook, par exemple, est-ce l'homme des médias qui parle ou c'est son journal? Oh, ça, c'est la grande zone grise de l'ère numérique. C'est ça. La réponse, elle peut être théoriquement courte. Parce qu'on peut dire simplement que théoriquement, c'est l'homme qui interagit sur les réseaux sociaux, mais pratiquement, c'est son média. C'est une ambiguïté qui crée d'ailleurs, depuis quelque temps, des tensions permanentes dans plusieurs rédactions dans certains pays. Parce que le journaliste a une double casquette indissociable lorsqu'il est sur les réseaux sociaux. Même si un journaliste écrit sur les réseaux sociaux que mes propos n'engagent que moi, c'est une protection souvent bien illusoire. Parce que pour l'internaute, le nom du journaliste est connu et intimement associé à l'institution pour laquelle il travaille. C'est ça. Alors, si un journaliste politique qui travaille dans un journal, sur une radio, publie un avis tranché, le public y verra forcément une coloration de sa rédaction. Bon, vous savez, je ne vous apprends rien, le journaliste a un devoir de réserve et des exigences, je dirais, déontologiques, mais également légales, qui encadrent le métier qu'il
qui les exercent. Alors, les réseaux sociaux ne sont que des canaux et les règles, quelques règles particulières s'ajoutent aux règles traditionnelles en matière d'exercice de métier de journaliste que nous connaissons. Mais ça reste un média comme tous les autres. Et donc, le journaliste qui interagit sur les réseaux sociaux, qui utilise les réseaux sociaux comme une plateforme d'exercice de son métier, doit s'abstenir d'exprimer des opinions partisanes qui pourraient compromettre son impartialité. Parce qu'une opinion personnelle peut être considérée comme une faute professionnelle si elle entre en conflit, par exemple, avec la ligne éditoriale ou éthique de l'organe qui l'emploie. C'est ça, c'est ça. Et alors, il nous arrive de voir ou de lire sur les réseaux sociaux des contenus, des articles, parfois même à polémique. Alors, quand je décide d'aimer, de liker une publication, est-ce déjà une façon pour moi de prendre position? Ça, c'est une question d'actualité qui a déjà coûté des sanctions, voire même des licenciements à plusieurs journalistes dans certains pays. Voyez-vous, dans l'écosystème numérique, le j'aime, donc le like, est rarement perçu comme un acte neutre. C'est pas un acte neutre, ça peut être perçu comme un outil d'adhésion. Et pour l'algorithme et pour le public, le like est c'est généralement un synonyme d'approbation, de soutien. Contrairement au partage, par exemple, sur les réseaux sociaux, lorsque vous partagez ou bien vous republiez la publication d'un autre auteur, vous avez la possibilité d'y adjoindre un commentaire critique ou une mise en contexte ou quelque chose d'autre. Mais le like est une action silencieuse qui n'exprime pas forcément tout son contenu. Alors, sans explication, donc sans interprétation, le like peut paraître comme un soutien au contenu ou à la thèse défendue par l'auteur de l'article que vous avez liké. Et là, cela pose un problème sur la crédibilité du journaliste. J'ai comme coutume de dire que la seule chose, et la seule raison pour laquelle chaque matin, quand vous vous installez dans vos studios sur Actu Matin, vous dites, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, il est 7h, le programme, etc. Et que les gens s'asseyent pour vous regarder, pour vous écouter et pour croire en ce que vous dites, c'est votre crédibilité. C'est le bien le plus précieux que détient le journaliste. Alors, lorsque ce bien-là vient à être écorné, cette image-là vient à être écornée publiquement, le journaliste perd sa crédibilité, il perd son sérieux, et cela peut être préjudiciable au métier qu'il exerce. C'est ça. Et est-ce qu'à partir de ce moment et de ce regard que vous portez, un patron de presse, un chef d'entreprise de presse peut licencier un journaliste pour avoir tweeté, pour avoir commenté, pour avoir liké une publication? Oui, un patron de chaîne de télévision ou de radio peut licencier un journaliste pour un tweet. Mais ce n'est pas un droit discrétionnaire. Dans certains pays, comme la France et dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, ce licenciement doit reposer forcément sur un motif réel et sérieux. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ici chez nous que des journalistes aient été licenciés pour avoir tweeté sur Internet. Mais la justice, parce que ce n'est pas le patron de presse qui décide, ces histoires se règlent devant un tribunal et la justice doit arbitrer entre deux principes fondamentaux, la liberté d'expression du journaliste, donc qui est un salarié, et l'obligation de loyauté envers son média et envers son employeur. Donc, ça va jusque-là. Quelqu'un peut se faire licencier pour un tweet. Et de plus en plus, dans beaucoup de pays, quand vous observez comment fonctionne l'écosystème numérique, comment fonctionnent nos médias, les médias,
par rapport aux réseaux sociaux qui sont désormais triomphants, beaucoup de rédactions s'organisent et ont des chartes éthiques. Donc il y a quelques points quand même, des choses que le journaliste ne doit pas faire. Voyez-vous, notre métier de journaliste est un peu à un code. Et puis il y a la loi et tout ça. Et tout cet encadrement, pour moi, est pour notre métier ce que le code Rousseau est pour la circulation. Voyez-vous, il y a des feux rouges, il y a des feux tricolores, c'est vert, vous passez, c'est jaune, vous patientez, et c'est rouge, vous ne passez pas. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas passer parce que la circulation est interdite, il y a des voies piétonnières, etc. Il y a beaucoup de choses. Et c'est la même chose pour le métier, pour celui qui veut l'exercer. Et l'avènement des réseaux sociaux et l'utilisation que nous en faisons aujourd'hui dans les médias complexifie les responsabilités du journaliste. Tout à l'heure, vous évoquez la question de la crédibilité du journaliste à travers ses interactions sur les réseaux sociaux. Peut-on faire confiance à un présentateur de JT qui affiche ses idées politiques sur Internet? Bon, ça c'est une question qui touche, je vais dire, au contrat de confiance invisible entre le téléspectateur, entre l'auditeur et celui qui livre l'information. Celui qui a fait de son métier la livraison quotidienne de l'information à un public qui le suit. Alors, la réponse à votre question, pour moi, dépend de la confiance que la conception, je vais dire, que l'on a du journalisme. Doit-il être un miroir neutre ou un éclaireur engagé? Alors, cela, d'un point de vue, oppose la transparence à une neutralité de façade. Le journaliste, on attend de lui une certaine neutralité, mais il a une opinion. En tant que citoyen. Il a une opinion. Il n'a juste pas le droit de l'exprimer dans le cadre de l'exercice de son métier. Alors, en la matière, il y a deux écoles de pensée sur la confiance. Il y a une école de neutralité absolue, où on fait confiance au présentateur parce qu'il cache ses opinions. S'il commence à afficher ses idées, on le soupçonne de choix partisans. D'accord? Et la seconde école, c'est la transparence. On considère que l'impartialité absolue est un mythe, est une quête qu'on ne peut pas atteindre. Alors, dans ce cas, on fait plus confiance à un journaliste qui affiche ses couleurs quand on sait ce qu'il dit, de quoi il parle, d'où il vient. On peut alors retrancher son biais pour se faire sa propre opinion. Donc, voilà. Mais pour moi, quand vous êtes, par exemple, présentateur d'un journal télévisé et que tous les soirs à 20h, c'est vous qui apparaissez à l'écran pour informer le public, et c'est vous qui invitez des acteurs politiques de divers camps pour venir donner leur opinion, et que vous avez une posture partisane sur les réseaux sociaux, cela peut prêter à caution, cela peut entacher votre crédibilité, et cela peut faire que vous ne vous adresserez finalement qu'à une partie de l'opinion. Allez, on sait que sur Internet, ça va très vite. Aujourd'hui, il est même demandé aux médias traditionnels d'avoir une existence numérique. Un journaliste a-t-il encore le droit à l'erreur ou le public est devenu trop sévère? Oui, là, c'est l'une des plus grandes souffrances des journalistes à l'heure des réseaux, sociaux. C'est la fin de l'indulgence. Si le droit à l'erreur est inscrit, vous le verrez dans le code de déontologie et dans les chartes des rédactions, il est de moins en moins toléré aujourd'hui par une opinion publique très très marquée, très polarisée et
qui est armé d'une mémoire numérique absolument infaillible. Donc il y a là un divorce entre le droit à l'erreur et l'exigence du public. Donc vous vous souviendrez, avant, vous êtes en télévision, c'est vrai, mais dans les journaux, une erreur dans un tabloïd était corrigée par un petit encadré le lendemain, un erratum. Bon, c'est discret et c'est vite oublié. C'est ça. Aujourd'hui, une erreur sur Internet peut être capturée, archivée, repartagée des milliers de fois et même plusieurs années plus tard. Vous l'avez vu récemment, les propos que les hommes politiques tiennent sont archivés soigneusement. Et lorsqu'ils reviennent dans l'espace public tenir des propos contradictoires, on le leur ressort et là, ça suscite beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires et beaucoup de discours polarisants, voire des discours haineux. Donc, une erreur sur Internet peut être archivée. L'erreur n'est plus perçue donc comme un accident de parcours, un accident lié au caractère du métier qu'exerce le journaliste, parce que l'erreur est bien humaine, on peut se tromper, et de bonne foi. On peut se tromper de bonne foi, mais comme les gens sont tellement exigeants aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'erreur ne passe plus, l'erreur apparaît comme une preuve définitive de l'incompétence du journaliste ou même de sa malhonnêteté, parce que il se revêt des oripeaux de journalistes neutres pour abuser un public qui lui fait confiance. C'est comme ça que ça se lit dans l'opinion. Or, le public lui-même, il est paradoxal. Il exige l'information en temps réel, mais ne pardonne pas les imprécisions que la vitesse qu'il attend du journaliste génère. Et c'est là que le journaliste est pris dans une sorte de piège. Il est poussé à publier avant de vérifier totalement pour ne pas être dépassé de la course au scoop. Mais, comme je le disais récemment dans une formation, la course au scoop ne doit pas dispenser le journaliste des vérifications d'usage qui crédibilisent son information et qui continuent de le rendre lui-même et son média crédible aux yeux du public. Et est-ce que tout ceci, cette ambiance sur les réseaux sociaux, l'ambiance de critique, de rejet, n'amène pas les journalistes à avoir peur de dire ce qu'ils pensent, pas crainte d'être insultés? Oui, c'est une crainte bien réelle qui porte le nom de l'autocensure. Ça, c'est de l'autocensure. Et nous sommes à l'ère, sur les réseaux sociaux, nous sommes à l'ère de l'autocensure triomphante. Je vais vous donner un chiffre. En 2026, par exemple, il y a eu des statistiques qui ont été affichées sur l'autocensure. L'UNESCO a publié un rapport en novembre 2025. Et l'autocensure chez les journalistes a bondi de 63% sur les 3 dernières années. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'idées, ce n'est pas qu'ils ont peur de faire leur travail, c'est qu'ils calculent, les journalistes, ils calculent le coût psychologique de chaque publication qu'ils font. Aujourd'hui, vous le remarquez sur les réseaux sociaux, allez sur Facebook, vous verrez, quand vous faites une publication qui déplaît à un camp, notamment en matière politique, mais c'est une armée d'internautes qui se jettent sur votre publication et qui vous tapent dessus, littéralement. Et tous les camps, ne vous faites pas d'illusions, tous les camps politiques aujourd'hui ont des soldats de veille numérique, je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, qui sont là en ligne, qui sont rétribués pour ce fait, qui surveillent tout ce qu'on dit de déplaisant ou de désagréable sur leur candidat ou sur leur champion, et dont le métier est de répondre, parfois de façon très violente, à celui qui a posté un commentaire. Alors le journaliste se trouve
astreint à son corps défendant à un silence, je vais dire préventif. D'accord? Donc il choisit de ne plus traiter certains sujets qui sont perçus comme des sujets clivants. Ils savent, les journalistes, que l'avalanche de coups de poing et d'insultes qu'ils recevront sur les réseaux sociaux leur sera ingérable. Donc voilà. Et, conséquence, ils se taisent et ils évitent d'aborder certains sujets. D'autres empruntent de faux profils pour pouvoir commenter les informations sur les réseaux sociaux, mais cela n'est pas sans conséquence non plus. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rester dans nos rédactions, dans les 4 murs de nos rédactions, à réaliser nos reportages, à rédiger nos articles, plutôt que d'aller interagir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pouvez recommander aujourd'hui aux journalistes et aux professionnels des médias? Quels conseils avez-vous pour finir? Bon, le conseil pour finir, c'est 2 ou 3 choses. La première chose, le journaliste doit constamment, dans le travail qu'il fait, se coller à la législation en vigueur. Je veux parler du code de l'information au Bénin et au code de déontologie. Pour moi, lorsqu'il arrive que le journaliste se retrouve dans des problèmes, c'est qu'il s'est forcément, soit consciemment, soit inconsciemment, écarté, c'est qu'il a pris des distances avec au moins l'un des articles du code de déontologie. D'accord? Il a fait preuve de légèreté sur quelque chose. Donc, la première chose, rester collé au code de déontologie, lire régulièrement le code de l'information. Parce que parfois, nous-mêmes ne lisons pas les textes qui se rapportent à l'exercice de notre métier. Lire et comprendre. Savoir jusqu'où les possibilités du journaliste. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. La deuxième chose, éviter... un journaliste n'est pas un internaute ordinaire. L'internaute ordinaire, il va sur les réseaux sociaux, qu'il le considère comme un espace de liberté, où il étale sa vie, sa photo, il dit des choses, un certain nombre de choses. Mais le journaliste, qui est un objecteur de conscience, comme on le dit, qui opine sur des sujets difficiles et délicats, n'a pas le droit, de mon point de vue, de s'étaler sur les réseaux sociaux sur tous les sujets, surtout sur les sujets clivants, où son intervention pourrait prendre l'allure d'un parti pris. Donc, il a fait ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Faire en sorte, parce que nous sommes à l'ère du numérique sur les réseaux sociaux, que les informations qu'il publie soient authentifiées, que les informations soient sourcées et que les informations soient revêtues des précautions professionnelles d'usage. C'est cela qui le met à l'abri d'un certain nombre de brevets qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Monsieur Wilfried Hervé Adon. Merci vraiment. Vous êtes consultant en médias et communication et développement. Merci de votre disponibilité. Merci, je vous en prie. Bonne journée à vous. Actu Matin se poursuit. Je vais retrouver Florence Bossard à présent dans sa rubrique Actu sur le net. Et bien voilà, Actu Matin se poursuit. Florence Bossard va être avec nous d'un moment à l'autre justement. Elle va nous faire le point de vos avis, de vos commentaires justement sur différents sujets que vous avez abordés tout au long de ces derniers jours. Mais aussi, elle va concocter pour nous quelques vidéos drôles justement que nous allons suivre maintenant. Florence Bossard, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Eric, à nouveau bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, qu'est-ce qu'Actu Matin nous réserve ce jeudi? Des discussions sur les réseaux sociaux cette semaine, notamment Facebook, souligne que certains nouveaux chefs d'arrondissement ont des difficultés de lecture des documents officiels ou des discours. Non, c'est pas vrai. Ce qui attriste les... Moi, j'ai vu une vidéo où un chef d'arrondissement a donné une très belle citation. En tout cas, pas eux tous de toute façon, selon les internautes. Et aussi, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné
Le TikToker béninois Flapacha a 60 mois de prison ferme pour des faits de cybercriminalité. On a résumé tout ceci dans cet élément. La 31e édition de la Journée internationale des droits de la femme au Bénin a été célébrée le 8 mars sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». La GIF 2026, célébrée sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, a mis l'accent sur les réformes, l'égalité et la protection. C'était en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, la ministre Véronique Toye-Fodé et la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Boukwe-Yankaja. Cette édition a été l'occasion pour les autorités béninoises de réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité des chances, de l'autonomisation des femmes et des filles. Une lumière sur les initiatives engagées par le gouvernement pour renforcer la protection et l'épanouissement des femmes, notamment la loi contre les violences faites aux femmes et les filles, les mesures visant le maintien des jeunes filles à l'école et les programmes d'autonomisation économique tels que le microcrédit à l'AFIA. Cette célébration a réaffirmé la volonté des autorités béninoises de renforcer l'autonomisation des femmes pour un développement durable selon les internautes sur la toile. Autre actualité alimentant le débat sur la toile, le chef Delphin Agbetogan a désormais franchi la barre des 20 jours de cuisine non-stop en dépassant le record précédemment établi par la chef Sonon. La dynamique continue avec pour objectif d'atteindre les 25 jours, possiblement un mois de cuisine. Pour les internautes, c'est le moment de le soutenir et de lui apporter toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de cette aventure culinaire qui fait déjà la fierté du Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné le TikToker béninois Flapacha à 60 mois de prison ferme. La juridiction spéciale lui a également infligé plusieurs millions de francs CFA d'amende à l'issue de son procès. Son interpellation remontait au vendredi 8 août 2025 à la suite d'un signalement du réseau social TikTok. Le Centre national d'investigation numérique lui reprochait la diffusion de 2 vidéos dans lesquelles il apparaissait dans une scène d'enlèvement et de maltraitance d'un autre créateur de contenu. Les premières investigations ont révélé que la scène n'était qu'une mise en scène organisée par les 2 protagonistes. Selon les éléments de l'enquête, ils auraient simulé un enlèvement et une séquestration avant de lancer lors de diffusion en direct des appels à contribution financière destinés à soutenir la supposée victime. L'exploration du téléphone de Flapacha par les enquêteurs a également permis de révéler au grand jour d'autres activités liées à la cybercriminalité. Ces éléments ont renforcé les charges retenues contre lui en motivant la décision du parquet spécial de le poursuivre. Au terme de la procédure judiciaire, la criette a reconnu le TikToker coupable des faits qui lui sont reprochés. La juridiction spéciale l'a condamné à 5 ans de prison ferme. Il va devoir s'acquitter également de plusieurs millions de francs CFA d'amende. Voilà pour ce qui est des sujets qui tiennent le haut du pavé cette semaine sur la toile. On va passer à présent aux vidéos drôles. Allô, Pépé monsieur, Mao Pépé monsieur, nous voyons la mêlée, attendez nous va quoi, Mao Pépé monsieur, ancien fou. Pépé monsieur, là me bon c'est là les ouais, à ces monsieur les sentis là quoi, n'est quoi. Ben là le malade, alors sur les maladies, attention. Ah, Pépé monsieur, je suis venu. Attention, il y a quoi, tu as sommé, je suis venu. L'on se l'a dit, attention, mais ce matin, tu es sous tension, mais ma soeur,
Nous, attention, quelle est l'attention? Je vais lui dire. Mao, Pépé Moja, a deux raisons. A deux raisons. Bon, quand tu veux les wakodo, les dilets, si tu as mis le fier. Bodo ya jiwa, bodo fosani ya, bodo nubida. A aucun d'autre, tu me fou. Kaka boss mon weton, découvert bien, mon weton de galisoe, bon on a gali, et y a un baffe vini, et y a un yo voisin. Bodo ne le bible, ben de doué ne le bible pour appeler vous. Non m'a bête tension, et ne va faire tension nous. Oui. Oh non! Oh non! Mama yangu, game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha. God have mercy upon us. Ah, très très belle. Hey, s'il te plaît. Hey, don't touch me. What is your problem? What is your problem? Non, Yes. tu n'as pas un numéro. Je peux avoir ton numéro. No, I don't get phone. I don't get phone. Yes. Et quoi, tu ne comprends pas français? Viens, tu n'as pas un téléphone? No. No. À cause du Nigeria, bah, d'autres téléphones, boire à Zawaro, Bénéwé. Téléphone, à quoi, blague, bio. Si mon téléphone, encore 1 million, encore au bénéfice. Et regardez. Ce sera tout pour cette semaine. Merci à vous, Florence Boussa. J'ai retrouvé enfin cette fameuse citation d'un chef d'arrondissement. Il dit « Le chat qui pense à l'avenir ne mange pas une souris enceinte ». Voilà, très belle citation. Voilà, c'est une citation d'un chef d'arrondissement. Il a prononcé lors de son installation. Voilà, et puis, lors du discours de son installation. Discours d'installation, voilà. Il y a bien d'autres qui nous ont marqué, en tout cas, cette semaine. Merci à vous, Florence. Je vous souhaite une très bonne journée. Actu Matin se poursuit. On va retrouver Franck Aonou et plus Ulrich Gaba dans notre forum de discussion. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. Et bien voilà, nous sommes dans notre forum de discussion. Franck Aonou, bonjour. Bonjour Eric. Et Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Eric. Nous reviendrons sur une actualité politique qui fait beaucoup parler, le refus de Boni Yayi de revenir sur sa démission à la tête du parti Les Démocrates. Il faut le dire, depuis l'annonce de cette démission, les cadres militants du parti se sont mobilisés pour tenter de le convaincre de reprendre les rênes du parti, une mission qui visiblement n'a pas abouti. Ulrich Gaba.
La mission n'a pas abouti dans un certain sens parce que la délégation a été reçue, d'accord. Et l'objectif, c'est d'abord d'aller échanger avec le président, le président du Parti Les Démocrates, ou plutôt le désormais ancien président du Parti Les Démocrates. Donc ça, c'est la première partie de la mission. Et la deuxième partie, c'est de le convaincre pour qu'il revienne sur sa démission. En fait, déjà, on a constaté une chose. Il les a reçus. Et ça, c'est bon signe. C'est la preuve que au-delà il ne pouvait en être autrement. Si éventuellement il y avait des problèmes, il pouvait ne pas les recevoir. Il faut prendre en compte cet aspect-là, c'est très important. Parce que si éventuellement il y avait véritablement un problème et que Boni Yayi ne se sentait véritablement plus en odeur de sainteté avec ses anciens camarades politiques, il pouvait leur dire simplement je ne vous reçois pas, et il est en droit de le dire. Donc les recevoir, ça prouve déjà que entre eux il y a toujours cette ambiance bon enfant, même s'il y a quelques clivages qu'on connaît. Le deuxième aspect, c'est qu'il a dit clairement qu'il ne revient pas. Et ceci ouvre la voie à deux aspects. Premier aspect, c'est que Boni Yayi ferme définitivement la porte. Il ferme définitivement la porte de cette aventure, les démocrates, du parti politique Les Démocrates. Et la deuxième étape, c'est que ça ouvre la porte au remplacement de Boni Yayi en tant que au remplacement, c'est-à-dire le nouveau président du parti Les Démocrates, le futur président. Et est-ce que cela va se passer facilement? C'est la question que nous devons nous poser, parce qu'on sait qu'il y a toujours clivage en leur sein. Il y a plusieurs camps. Un camp qui veut toujours revoir Yayi Boni et rester sous sa coupole, un autre camp qui veut être vraiment indépendant, travailler, dire que oui, nous n'avons pas la pesanteur, le poids de l'homme Boni Yayi, le providentiel homme fort du parti Les Démocrates. Donc il y a ceux-là qui se disent oui, c'est bon, son départ est bon pour nous, d'autres qui estiment que son départ sera peut-être défaillant pour le parti politique. Donc c'est à ce niveau-là que la question se pose. Je suis clair, la page Les Démocrates pour Boni Yayi est définitivement fermée. On va évoquer ces différents aspects tout à l'heure. Franck Arnoux, la mission a fait flop, on pouvait quand même s'y attendre, non? Non, est-ce que la mission a fait flop? Il faut savoir que nous sommes sur le terrain politique. Peut-être que c'est un scénario qui avait été déjà pensé avant même la prise de décision du président Boni Yayi. Je dois dire d'abord que c'est une sage décision pour un ancien président qui aura passé 10 ans à la tête de notre pays et qui, avant même cela, a servi dans la sous-région et qui, même à son départ, promettait de se consacrer à autre chose. Vous savez, comme il a été catapulté à la tête du parti Les Démocrates, ça a surpris plus d'un, et des gens, les personnes les plus averties disaient déjà que c'était une erreur. Il s'est rendu compte de son erreur, de ce que sa présence à la tête du parti n'a pas fait trop de bien à cette formation politique, et il est revenu sur sa décision, il a démissionné. Je note d'abord une sorte de fermeté, c'est-à-dire que je prends ma décision, je l'ai mûrie et je l'ai rendue publique, et donc je ne reviens plus là-dessus. Ça, c'est la parole, c'est l'acte, c'est, disons, c'est l'attitude d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État qui doit rester dans la posture d'un homme sage, d'un homme qu'on vient consulter. Vous savez, dans la semaine, je suis tombé sur une vidéo où on parlait de Nicéphore Soglo, une presse qui est allée lui rendre visite, qui a fait un élément portrait sur lui, où il nous parle de ce à quoi il consacre son temps. Il fait du sport, il est là, il dit que les gens lui rendent visite, et on l'a vu. Vous savez, Nicéphore Soglo, c'est l'un des présidents qui, après le renouveau démocratique, a quand même impacté l'histoire de notre pays. Donc, c'est un monument aujourd'hui, une bibliothèque. Boni Yayi doit désormais s'inscrire dans cette posture-là. Et je pense qu'en refusant, en restant ferme sur sa décision, il est en train d'emprunter cette voie que moi je salue beaucoup. Mais la question que je me pose, est-ce que le parti Les Démocrates pourra survivre à l'absence de Boni Yayi, ou le parti va se réinventer rapidement? Comment vous voyez les choses? Comment l'après Yayi? Comment gérer l'après Yayi? Alors, l'après Yayi, c'est que Noureni Achade, Eric Oundete, Guy Mitope, Jude Lodjou et le reste des membres, enfin, du parti Les Démocrates, c'est qu'ils puissent taire leur ego, qu'ils puissent taire leur divergence et lancer le parti dans un nouvel élan. Parce que, vous savez, après cette élection-là,
il faut être un parti politique solide pour tenir pendant 7 ans. Vous savez qu'il y a la fameuse question de la trêve politique. Si vous avez la trêve politique, ce que vous allez dire, vous êtes limité à très peu d'activités. Vous êtes limité, surtout que vous êtes parti d'opposition. L'espace que vous avez désormais, l'espace est réduit. Et donc, pour se lancer, pour se maintenir, voilà, pour maintenir le cap, je pense que ce parti doit chercher les ressources, doit aller puiser dans le fin fond de ce qui les a réunis un jour pour dire, écoutez, nous devons unir nos forces pour être opposition, pour contribuer à, disons un peu en griffe, l'émancipation du débat politique, à l'équilibre du débat politique. Ça, ils doivent aller chercher encore dans ces ressources pour essayer de se relancer, pour remonter la pente. Sinon, ça va être une descente et ça va être très difficile à suivre pendant 7 bonnes années. Ulrich Gaba, le départ de Boni Yayi ne règle pas pour autant les questions de clivage, les questions de clan qui existent au sein du parti. Comment on gère ça après le départ de Boni Yayi? Vous avez bien fait de le dire, son départ ne règle pas le problème des clans qui existent, et ces clans ont toujours existé depuis très longtemps. Vous savez, Boni Yayi est parti. Ça, c'est une évidence. Mais le problème, c'est que nous avons des ténors du parti qui sont en camp rangé. Et quand ils sont en camp rangé, chacun dans son bastion estime qu'il est plus légitime que l'autre. Et vous savez, cette guerre-là doit vous rappeler beaucoup de choses. Quand vous vous souvenez de l'UBF, de l'ex-UBF, vous allez voir un peu ce que ça donne. Mais vous savez aussi, tout dépend de la capacité des hommes à se réinventer. C'est vrai qu'il y a des clivages, c'est vrai qu'il y a des dissensions, c'est vrai qu'il y a des bisbilles entre ces hommes et ces femmes, mais s'ils arrivent quand même à comprendre que ce qui les divise n'est pas plus fort que ce qui les unit, qui est leur parti, leurs idéaux qu'ils sont en train de défendre, ils pourront trouver un consensus, ils pourront trouver des compromis. Mais quand on ne tait pas l'ego et quand on est dans un parti politique et qu'on ne tait pas l'ego, c'est clair que le moi qu'on affirme commence par avoir des challenges et parfois même une opposition farouche. Vous allez voir, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que tous les ténors arrivent finalement à s'entendre autour d'un idéal qui sera désormais la ligne de conduite du parti, et là, on pourra dire, le Parti des démocrates est sauvé. Deuxième conjecture, ils ne s'entendent pas, et comme vous le savez, ce parti a fait 10 ans d'opposition, et connaissant très bien le Béninois n'est pas trop friand de l'opposition, tout le monde veut aller à la rivière, s'étancher, vivre bien plus ou moins, donc à un moment donné, on risque d'avoir encore une nouvelle vague de démission au sein de ce parti, parce que certains vont se dire, je ne me sens plus en odeur de sainteté avec ce qui se fait. À un moment donné, ils vont partir. Et s'ils partent, est-ce que ce sont les gros pions, les gros bonnets, ceux-là qui tiennent véritablement les gros bastions de ce parti qui s'en vont? Je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est pour dire simplement que ce sera simplement une coquille vide. Seulement que nous avons vu un parti qui a résisté après le départ de Boni Yayi. Nous avons vu la FCBE qui a résisté et qui aujourd'hui participe encore à des élections. Pourtant, Boni Yayi avait démissionné de ce parti. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais on sait qu'un parti a montré qu'il peut survivre après le départ de Boni Yayi. Est-ce que les démocrates pourront relever ce défi? C'est la grande question, avec beaucoup d'équations, lorsque nous savons qu'il y a beaucoup de ténors qui voulaient ce poste-là, qui sont en train de tout faire pour avoir ce poste. Certains vont se dire, écoutez, maintenant que Boni Yayi est parti, c'est moi le légitime. Dans cette guerre de la course à la légitimité, est-ce qu'ils pourront véritablement penser aux idéaux réels du parti, penser à l'avenir du parti, penser à ceux-là, ces militants qui mouillent les maillots pour le parti et qui veulent un parti capable de participer aux élections? Je pense que c'est là le gros défi du Parti des démocrates. Léon Basila Rossi, parlant de la force que répond le bien émergent, déclarait sur nos antennes que c'est une caméra placée au sein de l'opposition. Est-ce que c'est le destin que vous souhaitez au Parti les démocrates? Bon, écoutez, en politique, tous les coups sont permis, vous le savez très bien. Il faut savoir encaisser, savoir donner. Et toutes les stratégies sont aussi bonnes pour avoir les bonnes informations. Et comme on le dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Alors, Franck Arnaud, maintenant que Yayi Boni est ferme sur sa décision, on peut espérer un congrès électif au niveau du parti aujourd'hui. Oui, c'est le moins qu'il puisse faire pour donner encore un sens à ce parti,
Parce que vous avez dit que vous êtes parti d'opposition. Si vous-même, vous ne vous entendez pas, vous ne rendez pas, en votre sein, vous n'arrivez pas à pouvoir trouver le juste milieu pour cohabiter, ça va être compliqué de combattre l'autre ou de s'opposer aux idées de l'autre, parce qu'en interne déjà, il y a une sorte de compétition qui parfois n'arrange pas le parti et qui se fait. Donc, je pense que le mieux, c'est d'aller rapidement à un congrès pour désigner un président à qui tout le monde doit se soumettre. Et la question de succession va créer forcément aussi une forme de compétition entre les leaders qui sont restés. Éric Rondeté, Noureni Achadé, voilà, et bien d'autres non. Comment voyez-vous ça? Si c'est fait dans les règles de l'art, c'est qu'il y aura une compétition, une émulation au sein du parti. Maintenant, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art et qu'on reste toujours dans la logique de tel est proche du pouvoir, tel est régimiste, l'autre il est plus proche d'un autre, ici ça va foirer et ça va être la descente aux enfers du parti Les Démocrates, ce qu'on n'aurait pas souhaité, parce que qu'on le veuille ou non, leur présence dans le paysage politique béninois permet d'avoir quand même d'autres sons de cloche, et cela permet de faire évoluer un peu le débat politique. Oui, 55. Oui, rapidement. Il ne faudrait pas que ce soit dans le style ex-Renault Agbojo, où subitement on a sorti des critères pour sélectionner ceux-là qui seraient... D'abord, on a mis en place le comité. On a mis en place un comité et justement, quelques temps après, on commence par imposer, je dirais, une providentielle personne, alors que d'autres personnes ont répondu à ces critères et se sont retrouvées écartées. Si le Parti des démocrates continue sur cette lancée, il faut dire que nous allons simplement vers l'implosion. 8h56, ça va être la fin de nos moments d'échange. Qui va être le prochain président du Parti des démocrates? Nous allons aborder ce thème un autre jour. Après nos moments d'échange, ça va être la revue de presse chez vous. Et puis à 10h30, la rediffusion de votre émission L'Info continue. À midi, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Gilles Dadi dans le plein de midi. Et puis à 13h, le journal de la rédaction. Portez-vous bien et à très bientôt.